Joindre à nous pour cette deuxième édition de la série de webinaires du projet de la réalité climatique Canada, d'un océan aux autres, perspectives régionales sur le climat. Alors, il s'agit d'une série de présentations données une fois par mois par des ambassadeurs et ambassadrices de la réalité climatique. Ces personnes ont été formées par Al Gore pour être des communicateurs sur la science et les solutions au changement climatique et pour mener leurs communautés vers une transition juste de la neutralité carbone. Alors, nous espérons que les histoires de détermination et de résilience que nous vous apprêtons à présenter, que vous allez entendre ce soir, vont vous aider et vont vous inspirer à apporter des changements dans vos propres communautés. Donc, mon nom est Paula Bernardino, je suis la mentor leader pour la région de Montréal. Et donc, ce soir, on va entendre Lou Collin qui se joint à nous de Montréal pour la région du Québec. Sa présentation va durer environ 30 minutes et sera suivie d'une période de questions de 15 minutes. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les garder pour la fin et aussi à les entrer dans la boîte de clavardage. Et Lou, ça fera un plaisir d'y répondre à la fin de sa présentation. Lou, c'est une étudiante française à l'Université Concordia à Montréal. Elle étudie en Human Environment et aussi la sociologie. Et elle est particulièrement intéressée par le sujet de la justice climatique et les méthodes d'agriculture alternatives comme la polyculture et l'agriculture urbaine. Alors, sans plus tarder, apprêtez-vous à en apprendre davantage sur les impacts des changements climatiques au Québec et de vous inspirer d'histoires et de solutions. Alors, à toi, Lou. Bonjour tout le monde. Avant de commencer la présentation, je tiens à faire une reconnaissance territoriale. Donc, j'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes situés un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé. Et je reconnais que la nation Kanien'kehá:ka est la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples qui y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté de Montréal. Je vais vous parler rapidement de pourquoi je vous fais cette présentation aujourd'hui. Si je suis étudiante à Montréal, j'ai grandi en France et je suis française. Et voici des photos de mon jardin. Donc en haut à droite, c'est à quoi il ressemble normalement. Et il est entouré d'une petite rivière et au fil des années, les crues, les inondations sont devenues de plus en plus importantes et ont abîmé à maintes reprises ma propriété, comme vous pouvez le voir sur les deux autres photos. C'était toujours spectaculaire et je me demandais, spécialement quand j'étais enfant, pourquoi ça s'empirait d'année en année. J'ai depuis appris que ça s'appelait le changement climatique et le plus je me suis renseignée, le plus alarmée je suis devenue. C'est pourquoi je fais tout mon possible aujourd'hui pour éduquer et alerter le public sur la crise climatique, à commencer par cette présentation. Donc commençons. Il ne reste plus que 3 questions au sujet de la crise climatique. Devons-nous changer, pouvons-nous changer et changerons-nous? Tout d'abord, devons-nous changer? La communauté scientifique internationale nous affirme depuis longtemps que oui, nous devons changer. Maintenant, c'est Mère Nature qui nous le dit. 19 des 20 années les plus chaudes jamais enregistrées sont survenues après 2001 dans le monde entier. La plus chaude de toutes fut 2016. Si c'est un problème qui concerne le monde entier, c'est aussi un problème local. Le Québec a donc bien évidemment été impacté par ce phénomène. Et voici un graphique fait par le Conseil régional en climatologie, nommé Ouranos, qui montre l'augmentation des températures au Québec. Plus précisément, le nombre de jours supérieurs à 30 degrés chaque année. Il y a 10 ans, il y avait environ 10-15 jours au-dessus de 30 degrés par an. Dans 20 ans, il y en aura 40. Donc plus de 1 mois par an aura des températures supérieures à 30 degrés au Québec en 2040. Les températures plus élevées ont également un impact direct sur l'incidence et la gravité des incendies de végétation. Il y a en effet une corrélation étroite entre le nombre de grands feux et la moyenne des températures printanières et estivales. En 2019, au Québec, il y a eu 324 feux de forêt. Voici une photo du spectaculaire feu de forêt au lac Saint-Jean en 2020.
Un des autres aspects du changement climatique est l'augmentation des inondations. Cette photo prise en mai 2017 au Québec montre la conséquente inondation due à des précipitations au-dessus de la norme en avril et en mai dans le bassin des rivières d'Ottawa, qui ont abîmé la région du Québec. Beaucoup de gens pensent que la crise climatique se passe dans le futur ou dans un endroit lointain. Cette photo à elle seule est la preuve que non, le changement climatique est ici au Québec et il affecte notre région depuis des années. En effet, le danger lié aux inondations constitue le principal risque naturel au Québec. Et en 2017, il a forcé 4000 habitants du Québec d'évacuer leur maison, selon un rapport du gouvernement. Et le Bureau des assurances du Canada estime la perte économique de cet événement à 220 millions de dollars canadiens. Et ce genre d'événement est 2 à 3 fois plus de chances de se produire que durant l'époque pré-industrielle, due au changement climatique. Et cela affecte plus particulièrement le nord du Québec que le sud. Effectivement, l'érosion des berges en milieu marin côtier constitue un problème majeur pour les régions de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Madeleine. Au cours des dernières décennies, elle a entraîné des dépenses considérables liées au déplacement des routes et à la construction d'ouvrages de protection. Nunavik est aussi beaucoup affecté, avec par exemple une possible augmentation de 4 à 5 degrés vers 2050 et 4 à 7,5 degrés en 2100, et 20 à 35% d'augmentation de précipitations vers 2050. Cela entraînera la disparition de certaines plages et déplacement du trait de côte près des infrastructures et obligera aux habitants qui vivent près des côtes à changer de maison, à déménager. Ça va aussi demander d'installer de nouvelles infrastructures pour protéger le littoral, comme des remblais, des terrassements ou des murs de protection. Maintenant, le département de la Défense des États-Unis émet depuis longtemps des mises en garde à propos du changement climatique qui provoque des pénuries de nourriture, d'eau, des pandémies, des conflits liés aux réfugiés, ainsi que des catastrophes naturelles à travers le monde. En effet, le lien entre changement climatique et pandémie est de plus en plus souligné car le réchauffement climatique favorise la propagation des virus. Maintenant, je voudrais parler du lien entre le racisme environnemental et le coronavirus. Une étude d'Harvard a récemment trouvé qu'un individu vivant dans un lieu très pollué a 8% plus de chances de mourir du Covid qu'un individu vivant dans un endroit avec juste une unité de moins de degrés de pollution. 8% peut sembler peu, mais feriez-vous une opération médicale avec 8% de chances de mourir, soit presque une chance sur 10 ? Ça fait réfléchir. Maintenant, en quoi cela est-il lié à la justice sociale ? Les communautés autochtones et afro-américaines sont souvent contraintes de vivre près d'usines polluantes. Par conséquent, leur communauté est plus touchée par des maladies chroniques comme l'asthme et l'hypertension, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies pulmonaires, comme le coronavirus. De plus, au Québec, les communautés les plus affectées par la perte de la biodiversité et le réchauffement climatique sont les communautés autochtones. La fonte du permafrost rend l'accès à leur territoire et leur nourriture traditionnelle plus compliqué, sans compter que la population des caribous décline. Il y a aussi un souci de perte de biodiversité à Montréal, Montréal étant classé au dernier rang au Canada par habitant en matière d'espace vert en 2013. De plus, il y a un impact économique énorme du changement climatique au Canada. De 1983 à 2004, les réclamations d'assurance au Canada en raison des phénomènes météorologiques violents comme des inondations ont totalisé près de 400 millions de dollars canadiens par an. Le changement climatique devrait coûter à l'économie canadienne 5 milliards de dollars par an d'ici 2020 et jusqu'à 43 milliards de dollars par an d'ici 2050. L'inaction n'est tout simplement pas une option. Et l'inaction coûte de plus en plus cher chaque année. Toutes ces menaces, incluant d'innombrables risques non abordés ici, et le fait que le Forum économique mondial considère le changement climatique comme la pire menace à l'économie mondiale, nous aident à répondre à la première question: devons-nous changer ? Donc, devons-nous changer ? Oui, absolument. Ce qui nous amène à la deuxième question. Pouvons-nous changer ?
La réponse à cette question est très, très stimulante et positive. Déjà, des solutions sont à notre portée. Par exemple, voyez les énergies renouvelables. L'histoire des progrès en énergie solaire est très spectaculaire. Il y a 18 ans, la projection la plus audacieuse laissait entrevoir l'installation d'1 gigawatt d'énergie solaire par année vers 2010 mondialement. Et en 2019, nous avons atteint une puissance solaire 121 fois plus importante que prévu. Ces énergies solaires et les prix compétitifs d'Hydro-Québec expliquent que le kilowatt à Montréal est 2 fois moins cher qu'à Halifax et 3 fois moins cher qu'à New York. Les panneaux solaires photovoltaïques ont des prix qui ont diminué de 90% ces 5 dernières années, rendant dans le solaire l'énergie la plus économique sur le marché. Toutes les heures, la Terre reçoit suffisamment d'énergie du Soleil pour faire fonctionner l'économie mondiale pendant 1 an. Si nous augmentions la portion de cette énergie que nous prélevons et que nous utilisons, nous pourrons réaliser beaucoup de progrès dans la solution de la crise climatique tout en aidant les économies locales. L'énergie éolienne pourrait fournir 40 fois plus d'électricité que ce qu'utilise le monde entier actuellement. Au Québec, le potentiel d'énergie éolienne excède 400 gigawatts, assez pour alimenter le courant pour l'Amérique du Nord 3 fois avec de l'énergie propre. La première éolienne au Québec fut installée en 1975 par Hydro-Québec et Québec est maintenant le 2e plus important marché d'énergie éolienne au Canada. Il y a une grosse augmentation des parcs éoliens avec 132 éoliennes en 1998 et plus de 2000 éoliennes en 2019. Ici, on peut voir une carte qui montre en orange tous les parcs éoliens en service aujourd'hui et en gris, tous les parcs éoliens et les centrales hydroélectriques qui sont projetés d'être construits. Donc ce n'est pas fini, il y en a encore plus qui se construisent. Cependant, ces techniques ne sont pas parfaites. Les voitures électriques fonctionnent avec des batteries au lithium qui demandent beaucoup d'eau et dont les composants nécessitent de créer des mines en Amérique centrale et en Asie du Sud-Est. Les biocarburants nécessitent énormément d'espace. Mais toutes ces technologies s'améliorent progressivement et il ne faut pas oublier qu'elles sont très récentes. Les panneaux solaires sont arrivés sur le marché il y a 25 ans seulement, quand les énergies fossiles sont utilisées depuis des siècles. Il faut investir dans la recherche. Cependant, baser tous nos espoirs sur la technologie n'est pas très sage. Le changement climatique est un problème complexe, multidimensionnel, qui nécessite des changements dans tous les domaines. Selon une étude du Grain, le système alimentaire industriel, dans son ensemble, est responsable pour environ 50% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Un système alimentaire basé sur l'agriculture paysanne serait en mesure de réduire de 24 à 30% les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je sais que des fois le mot paysan est mal interprété, mais en fait, l'agriculture paysanne est un terme qui s'oppose à l'agriculture conventionnelle de monoculture intensive. Elle se caractérise par des petites fermes, peu ou pas de pesticides, une rotation des cultures et de la polyculture, qui signifie qu'au lieu de faire pousser qu'un type de légumes, on en fait pousser plusieurs. Ce type d'agriculture, l'agriculture paysanne, nourrit 70% de la population mondiale, contrairement à l'agriculture intensive. Et ce type d'agriculture traditionnelle est majoritairement pratiqué par des femmes. Passer à ce type d'agriculture paysanne réduirait les émissions car cela implique moins de machines et de pesticides. Et beaucoup de fermes au Québec utilisent cette méthode, comme la ferme des 4 temps. J'y reviendrai après. Maintenant, des solutions à l'échelle politique. La plus évidente est d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles, de désinvestir dans les énergies fossiles. Mais il y a également beaucoup d'autres choses à faire. Par exemple, il y a la loi pour une transition juste et équitable. En 2019, le Premier ministre, M. Trudeau, a promis de former les employés qui travaillaient dans les énergies fossiles pour transférer leur job pour les faire travailler après dans l'économie d'énergie renouvelable et une économie plus propre. Cependant, on attend toujours qu'il passe cette loi. On peut aussi parler de supporter les fermiers, surtout les petits fermiers, dans leur transition vers l'agroécologie.
Et le test climat est un test qui est fait par des experts avant de prendre une décision ou de créer un projet pour vérifier que ça ne va pas aggraver l'environnement sur lequel le projet va être construit. Il y a aussi ce qui s'appelle le Social Multi-Criteria Evaluation, qui est une méthode alternative d'évaluation avant de construire un projet. Cette méthode prend en compte beaucoup d'indicateurs et d'acteurs. L'avantage serait de capturer non seulement les impacts environnementaux, mais aussi les impacts sociaux, comme le potentiel coût de maladie qu'impliquerait un projet polluant qui pourrait provoquer chez les locaux de l'asthme, du cancer, et aussi à quel point les locaux valuent leur environnement si jamais un projet polluant serait installé là. Ça comporte aussi une évaluation cyclique, contrairement à l'analyse coût-profit qui ne fait qu'une estimation à un moment X. Cette méthode inclut donc des sondages régulièrement car reconnaît que les connaissances de la population sur un projet et ses conséquences évoluent avec le temps. Alors, pouvons-nous changer? Oui. Passons à la dernière question. Changerons-nous? Ici aussi, les nouvelles sont encourageantes. En décembre 2015, lors des négociations sur le climat à Paris, chaque pays a accepté de ramener progressivement sa pollution des gaz à effet de serre à 0 émission, net, dès que possible, au cours de la deuxième moitié de ce siècle. L'action, ça ne se limite pas aux actions des États. Chacun de nous doit prendre l'initiative. Nous voyons des entreprises, des États, des provinces et des villes s'engager à réduire les émissions. Et les États-Unis, qui avaient quitté l'accord, qui étaient sur le point de quitter l'accord, viennent de rentrer dans l'accord à nouveau. Nous voyons donc des gens qui protestent et qui manifestent et qui, sur les bulletins de vote, exigent des changements nécessaires pour résoudre cette crise climatique. Au niveau de l'agriculture au Québec, il y a beaucoup de possibilités et beaucoup d'innovations. Pour en citer seulement quelques-unes, nous avons par exemple les fermes LUFA qui sont situées majoritairement à Montréal, qui cultivent des fruits et légumes frais et organiques sur les toits des immeubles de Montréal, au centre-ville, et qui ont aussi des fermes aux alentours de Montréal et qui délivrent ces fruits et ces légumes à votre domicile. Ils font des paniers chaque semaine et ils ont aussi un système où ils vont de producteur en producteur et récoltent leurs produits et nous les amènent. Le panier québécois fonctionne avec un peu le même système. L'Union paysanne est l'union des fermiers au Québec qui leur permet d'avoir un sens de communauté et d'avoir une voix forte et unie. La ferme des Quatre Temps est particulièrement intéressante. Elle est située en Montérégie, à Hemingford. Elle fait 160 hectares et elle est très innovative parce qu'elle est basée sur des concepts d'agroécologie. Elle n'a qu'une petite surface, mais elle pratique la polyculture où elle cultive environ 40-50 sortes de légumes sur seulement 8 hectares, le reste étant dédié aux porcs, bœufs et cochons. Cette ferme a aussi son propre atelier de charcuterie où ils font leurs propres saucissons, par exemple. Mais la partie aussi très innovante est qu'ils forment des apprentis fermiers pour leur donner les outils pour commencer leur propre projet d'agroécologie ensuite. Victimes de leur succès, ils commencent une nouvelle ferme à Port-au-Persil, en Charlevoix. Vous pouvez acheter les produits de la ferme des Quatre Temps au marché Jean Talon à Montréal et aussi via l'UFA. Maintenant, au niveau gouvernemental, il y a eu des nouveaux plans. Donc, par exemple, il y a eu le plan du gouvernement Canada. Le 23 septembre 2020, le gouvernement a réitéré sa volonté d'atteindre la carboneutralité par 2050. Les points clés sont, pour l'agriculture, réduire les pesticides, 166 millions de dollars pour supporter les fermiers pour qu'ils adoptent des technologies plus propres. Une petite critique pourrait être qu'au lieu d'encourager et de perfectionner la monoculture, il aurait été intéressant de supporter plutôt la polyculture et les petits fermiers, au lieu d'améliorer l'agriculture intensive. Ils ont ajouté aussi des taxes carbone pour 4 provinces, New Brunswick, Alberta, Manitoba et Saskatchewan,
qui sont adaptés aux revenus et au nombre de personnes dans la maison. Au niveau de la conservation, ils ont promis de conserver 25% des terres du Canada d'ici 2025 et 25% des terres des océans du Canada d'ici 2025 également. Il y a aussi un plan québécois qui est sorti récemment, dont l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37,5% par rapport au niveau de 1990 et d'atteindre la neutralité carbone nette d'ici 2050. Cependant, il est jugé insuffisant parce qu'il ne se concentre quasiment que sur l'électrification des transports, alors que c'est un problème multidimensionnel. Il propose quand même 8 000 $ d'aide pour acheter une voiture électrique et voudrait 1,5 million de voitures électriques sur les routes du Québec d'ici 2030. Il propose aussi également d'interdire l'achat de nouvelles voitures non électriques ou hybrides d'ici 2035 et veut réduire de 500 000 kilos les pesticides utilisés au Québec. Il y a aussi Montréal qui a sorti un plan climat récemment qui est plus ambitieux puisqu'il veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de la communauté de 55% par rapport à leur niveau de 1990 d'ici 10 ans et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ils font aussi un test climat qui sera pris, donc c'est-à-dire qu'avant chaque décision, avant chaque nouveau projet à Montréal, il y aura un test climat pour déterminer si ce ne va pas affecter négativement l'environnement. Il y aura aussi une zone de carboneutralité au centre-ville d'ici 2030. Ça veut dire qu'une partie du centre-ville sera interdite aux voitures et ce sera uniquement pour les vélos et les piétons. D'ici 2030-2035, ils veulent aussi également planter 500 000 arbres. Et au niveau des bâtiments, en 2030, à Montréal, il n'y aura plus de nouveaux bâtiments autorisés à fonctionner avec des énergies fossiles. Donc, ces nouveaux bâtiments devront fonctionner avec des énergies propres. Maintenant, je voulais parler d'un projet qui est très actuel au Québec en ce moment. C'est le projet GNL. Donc, le projet GNL, c'est un immense centre de liquéfaction qui devrait se construire à Saguenay au Québec. Et une pipeline d'Alberta amènerait le gaz jusqu'au Québec. Les retombées environnementales de ce projet seraient l'équivalent d'ajouter 10 millions de voitures sur les routes du Québec chaque année. De plus, ce gaz serait acheminé par des bateaux méthaniers, des énormes bateaux, dans le fjord du Saguenay, et mettrait en danger les belugas qui sont déjà en voie d'extinction. De plus, c'est un projet créé par Jim Breyer, qui est un multimillionnaire américain, et l'argent n'irait donc pas pour le Québec majoritairement, ni pour les locaux vivant ici, mais irait aux États-Unis pour cet investisseur. Donc, il n'y aurait pas de bonnes retombées économiques pour le Québec. De plus, le BAP, qui est un comité qui est censé être indépendant et qui devait juger des retombées environnementales de ce projet, a fini son évaluation il y a peu, mais il est dit non neutre car le chef du BAP a travaillé dans l'industrie de pétrochimie pendant 15 ans, donc il n'est pas vraiment neutre. Cependant, il y a une mobilisation énorme à propos de ce projet. Il y a une pétition avec plus de 300 000 étudiants. Et le résultat final de si ce projet va voir le jour ou non arrive dans les prochaines semaines. Et aujourd'hui, de nombreux partis ont progressivement lâché ce projet, dont le Parti libéral québécois aujourd'hui. À ne pas oublier que demain, c'est la journée mondiale de l'action climatique et il y aura par exemple à Montréal une manifestation contre GNL et le projet Laurentia à 13h en face de l'hôtel de ville. Et la semaine qui vient en général est une semaine d'action canadienne contre le projet GNL et gazoduc. Je vous invite à aller sur la page Facebook de la CEVES, LA-CEVES, pour signer la pétition et voir ce que vous pouvez faire. Greenpeace a aussi une pétition contre GNL.
Je vous demande alors de rejoindre les gens qui s'expriment, qui votent et qui font chaque jour des choix pour régler la crise climatique. Utilisez votre voix, vos votes et vos choix sur la place publique et dans votre vie. Dites la vérité aux puissants de ce monde comme si votre monde en dépendait, car votre monde en dépend. Nous avons besoin de votre aide. Voilà. Merci d'avoir écouté ma présentation et je vais passer le relais à ma collègue. Mon ordi qui est un petit peu... Super, merci beaucoup Lou pour ta présentation fort intéressante avec plein d'informations et merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Alors, je vous invite à ceux et celles qui peuvent mettre vos questions dans la boîte de clavardage et donc Lou, ça fera un plaisir d'y répondre. Alors, on a déjà des questions qui rentrent, Lou. Comment ceux et celles, tu as parlé du projet de GNL, alors comment ceux et celles qui résident hors de la province du Québec peuvent-ils soutenir la lutte des Québécois contre ce projet? Alors, vous pouvez aller signer la pétition que Greenpeace a faite, qui est en ligne, qui contribuera à s'opposer au projet. Il y a aussi l'association étudiante qui est à Montréal, qui s'appelle la CEVES, LA+CEVES, qui a de nombreux outils pour lutter contre le projet GNL. Et bien sûr, en parler sur les réseaux sociaux et autour de vous et signer toutes les pétitions disponibles en ligne se contribueront. Oui, absolument. Alors, exactement, on invite les gens. Lou a parlé demain, c'est une grande journée aussi d'action pour aider dans la discussion, la conversation avec les changements climatiques, mais aussi la semaine prochaine au pays. Alors, aussi, allez voir Greenpeace, leur pétition en ligne. Ils ont aussi des outils que vous pouvez partager aussi pour augmenter la visibilité sur ce projet-là afin que les voix soient entendues contre ce projet GNL. OK, on poursuit avec une autre question. Alors, tu as dédié beaucoup une partie de ta présentation au volet de l'agriculture et j'ai déjà discuté avec toi. Moi, l'aspect de l'agriculture paysanne m'interpelle beaucoup parce que ça en fait retourner aux origines et vraiment respecter les terres quand on pratique l'activité fermière. Et on a une question justement reliée. Existe-t-il des villes ou des provinces au Canada ayant un profil similaire à celui du Québec qui ont choisi de passer à l'agriculture alternative et qui ont réussi leur transition? Je vais parler là juste de mon expérience personnelle, mais je suis allée plusieurs fois en Colombie-Britannique, donc à BC, et j'ai fait du volontariat dans une ferme biologique là-bas, à Kelowna, dans la vallée d'Okanagan. Et j'ai beaucoup discuté avec les propriétaires qui sont là depuis plus de 30 ans. Et c'est la dernière ferme biologique en Colombie-Britannique dans la vallée d'Okanagan. Ils étaient beaucoup plus avant, mais en fait, les prix sont de plus en plus compétitifs et pour répondre aux certifications, pour correspondre aux certifications de fermes biologiques, les critères sont très durs et certains produits qu'on doit utiliser sont très chers. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de fermiers ont décidé de passer ou de repasser à l'agriculture intensive parce que c'était plus facile et moins cher. Donc, c'est pour ça que je parle au niveau de ce qu'on peut faire politiquement, d'aider les petits fermiers dans leur démarche pour aller vers une agriculture plus responsable et les aider financièrement. Ah, c'est absolument intéressant, super. Alors, on poursuit avec les questions. Que faut-il reproduire pour que faut-il faire pour reproduire la mobilisation massive de la mobilisation climatique qu'on a vue en 2019? Quels sont, d'après toi, les ingrédients qui doivent être présents et pour combiner pour que ce genre de magie se reproduise? C'est vrai qu'en 2019, il y avait un très fort mouvement et il y avait énormément de manifestations. Et ce qui a beaucoup aidé, par exemple, c'est que Greta Thunberg est venue à notre manifestation à Montréal. Donc, c'est vraiment dur de garder le momentum, effectivement, de l'attention sur le climat.
Il y a beaucoup de facteurs qui font, par exemple, au niveau des médias, il n'y a pas énormément de médias qui parlent du changement climatique. Ils en parlent, mais peu. Ou alors, des fois, quand il y a des événements, ils ne font pas le lien avec le changement climatique. Des fois, ils parlent juste d'inondations, ou de feux de forêt, mais ils ne pensent pas à le lier. Donc, c'est vrai que c'est dur de garder l'attention sur ce qui se passe vraiment. Je pense que ce qui est important, c'est de commencer par sa communauté, par sa ville. Donc, du coup, regarder les associations locales et c'est important qu'elles se parlent entre elles parce que, par exemple, il y a beaucoup d'associations locales à Montréal, entre les associations pour la justice sociale, les associations pour la justice climatique. Et quand elles travaillent ensemble, c'est là où il y a vraiment un mouvement qui est très fort. Donc, essayer de lier les associations entre elles et de faire de la promotion sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important. Oui, excellent. Là, si on se transporte sur la stratégie climatique de Montréal, donc tu en as glissé un mot, tu en as parlé lors de ta présentation. La construction et les émissions des bâtiments sont mentionnées comme un élément clé dans la stratégie climatique de Montréal. Donc, comment utiliser à son profit le manque actuel d'occupation des immeubles de bureaux du centre-ville? Par exemple, des rénovations qui améliorent l'efficacité énergétique, tout en conciliant la nécessité de relancer l'économie du centre-ville en faisant revenir les travailleurs au bureau le plus rapidement possible. Donc, c'est vraiment une question très intéressante. Donc, il y a plusieurs points. Il y avait un plan il y a un point dans le plan pour le climat de Montréal où justement il propose de redynamiser le centre-ville et il propose de le redynamiser en essayant de faire une zone sans voiture, etc. Donc ça, c'est pour redynamiser le centre-ville et c'est une proposition intéressante. En ce qui concerne les bâtiments, il y a de plus en plus de spécialistes qui avertissent que vouloir à tout prix faire fonctionner des bâtiments comme certains dans le centre-ville de Montréal qui sont vieux et qui énergétiquement ne sont pas efficaces, finalement, c'est plus coûteux énergétiquement de les rénover que de créer des nouveaux bâtiments qui sont neufs et qui sont vraiment d'une manière écologique plus efficace. Donc, je ne sais pas si forcément créer de nouveaux bâtiments est la solution, mais en tout cas, rénover des vieux bâtiments n'est pas forcément la bonne solution parce que c'est très coûteux d'un point de vue environnemental. Bon point, oui. Et est-ce que tu penses que les nouvelles technologies peuvent résoudre le problème du changement climatique? Je pense que sur certains points, oui, et sur certains points, non, dans le sens où on a énormément progressé technologiquement ces derniers siècles et on ne peut pas vivre sans la technologie et ça ne sert à rien de l'écarter complètement du problème. Elle fait partie de notre vie maintenant. Nous, on le voit avec les énergies renouvelables, il y a vraiment eu du changement positif là-dessus et ces énergies s'améliorent chaque année. Cependant, en fait, créer ces nouvelles énergies renouvelables, faire de l'énergie propre, ça demande énormément d'énergie. Et notre problème aujourd'hui, c'est qu'on consomme trop d'énergie. On a un problème de consommation en général. Donc, toujours consommer plus et produire plus d'énergie n'est pas non plus une solution. Il faut réduire. Il y a vraiment un mouvement de décroissance il faut prêter attention à ça parce que c'est très intéressant. Et aussi, c'est un problème multidimensionnel. Donc, j'ai mentionné l'agriculture, mais il y a plein de choses. Il y a le zéro déchet. Il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. La technologie n'est qu'un point. Oui, excellent. C'est vraiment un bon point que tu fais, que c'est pas en ajoutant qui va faire en sorte que les gens vont consommer plus d'énergie qu'on va régler le problème, absolument. Et puis, dis-moi, est-ce que les problèmes reliés au changement climatique affectent notre psychologie, affectent ta psychologie, par exemple? Je pense qu'à partir du moment où on est concerné par la crise climatique et surtout sur les réseaux sociaux, quand on commence à s'abonner à des comptes qui parlent de nouvelles de la crise climatique, ça peut vite devenir dépressif et anxiogène. Mais c'est aussi intéressant dans ces moments-là de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls concernés et qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus
de jeunes, mais pas que, qui sont concernés par le même problème. Donc, je pense que je trouve une certaine sérénité là-dedans, même si ça peut être très dépressif parfois de voir toutes ces mauvaises nouvelles qui arrivent pour le changement climatique. Et c'est vraiment l'année dernière, quand j'étais en confinement et que je voyais toutes ces mauvaises nouvelles et que je me demandais comment je pouvais faire un changement, que j'ai découvert Réalité Climatique Canada. Et donc, j'ai suivi la formation et je suis devenue une ambassadrice de la réalité climatique. Et ça m'a beaucoup aidé de faire la formation parce que même si c'était en ligne, j'ai pu connecter avec plein de gens qui pensaient comme moi et qui avaient les mêmes préoccupations. Et ça m'a vraiment remonté le moral, donc de ne pas savoir qu'on est tout seul. Bon, mais c'est parfait. Et donc, je termine alors avec une question. Alors, es-tu optimiste? Je pense que dans optimiste et réaliste dans une certaine mesure que il y a des choses, on est arrivé à un point où il y a des espèces, il y a des choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir en arrière. On a déjà beaucoup abîmé l'environnement. Mais optimiste néanmoins parce que je vois un vrai... il faut penser que ça fait pas tant de temps que ça qu'on s'est vraiment penché sur la cause environnementale et on voit de plus en plus avec chaque génération un changement de mentalité. C'est pour ça que je fais ces présentations aussi parce que le premier pas, c'est changer les normes, changer les mentalités. Et je vois de plus en plus de gens concernés. Et, par exemple, le plan Climat Montréal est assez ambitieux et ça fait plaisir à voir. Donc, j'essaie de garder une vision optimiste, oui. Je pense qu'on peut être un petit peu optimiste. Super. Excellent, Lou. Alors, avant de mettre fin à cette session, nous voulons vous laisser avec des solutions concrètes et quelques pistes de programmes pour vous engager pour le climat, que vous soyez ou non un ou une ambassadrice de la réalité climatique. Alors, notre mission en tant qu'organisation est de construire et de connecter les réseaux de leaders dans les communautés à travers le Canada en équipant les citoyens de tous horizons d'outils et de connaissances pour amener de nouveaux comportements et de nouvelles politiques qui mènent à un avenir faible en carbone, résilient et juste. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, il existe d'innombrables façons de contribuer au changement structurel nécessaire pour résoudre la crise climatique et nous avons une sélection de programmes dans lesquels vous pouvez vous impliquer si vous voulez aider à augmenter l'ambition de la politique climatique canadienne à tous les niveaux. Alors, si vous êtes déjà un ou une ambassadrice, vous le faites déjà via vos gestes pour le climat, donc des activités comme Lou a fait ce soir qui éduquent, incitent à l'action et soutiennent les solutions au changement climatique. Mais si vous n'êtes pas ambassadeur ou ambassadrice et envisagez de participer à une formation gratuite de réalité climatique, c'est une solution, c'est une recommandation. Donc, on peut voir sur la diapositive suivante le site où vous pouvez aller pour vous informer des prochaines formations. Alors, Lou, si tu pouvais mettre la prochaine diapositive. Alors, donc, c'est ça. Donc, allez sur le site de climatereality.org pour être informé des prochaines formations. Il y a beaucoup de formations maintenant qui sont en ligne, et donc il y en a plusieurs dans l'année pour devenir ambassadeur. Alors, ambassadeurs et ambassadrices de la réalité climatique, c'est des citoyens et citoyennes de tous les horizons et du monde entier qui ont été formés par Al Gore directement pour inspirer le changement et parler de la science et des solutions au changement climatique. Donc, il y en a plus de 30 000 dans le monde et plus de 1 400 au Canada. Et donc, vous pouvez aussi demander une présentation d'un ambassadeur, d'une ambassadrice pour votre organisation. Alors, ou rejoindre vous-même le Leaders Corp. Alors, je vous invite à aller sur climatereality.org. Il y a aussi l'initiative des carrefours climatiques communautaires, qui est un réseau de groupes dirigés par des citoyens et citoyennes qui font pression pour la neutralité carbone au niveau municipal en influençant les politiques et en créant un espace pour une participation significative au processus de décision démocratique. Donc, pour savoir s'il existe un hub dans votre région ou pour en créer un vous-même, alors rendez-vous sur carrefourclimat.ca. Vous pouvez également prendre part à notre exercice annuel de démocratie participative, la Ligue nationale du climat.
dans le cadre duquel les citoyens et citoyennes collectent des données sur les indicateurs de qualité de vie afin d'alimenter notre rapport annuel d'évaluation comparative. Ça aussi, pour en savoir plus et pour télécharger le rapport, on vous donne rendez-vous sur réalitéclimatique.ca/LNC. Il y a également le projet, l'initiative des campus de la réalité climatique, un super projet, un programme dirigé par des étudiants et étudiantes qui aident les établissements universitaires à devenir des membres plus responsables de la communauté. Pour ce faire, les chapitres ont 3 objectifs principaux: créer des campus plus verts en implantant des pratiques durables, emmener les administrations à désinvestir dans les combustibles fossiles, et faire pression pour que la justice climatique soit profondément ancrée dans les programmes d'études. Alors, nous menons actuellement notre année pilote sur 3 campus de niveau universitaire avec l'objectif ultime de nous étendre à d'autres campus et à d'autres niveaux d'enseignement. 2 de nos 3 groupes d'étudiants pilotes sont actuellement constitués. Et si vous voulez participer, si vous souhaitez participer à l'élaboration du 3e groupe ou rester informé des futures extensions du programme, allez sur réalitéclimatique.ca/campus corps. Et aussi, on vous donne plein d'idées ce soir aussi. Action au quotidien, ça c'est notre top 10. Donc, comme vous pouvez voir, il existe une panoplie de façons dont vos actions quotidiennes peuvent faire avancer les solutions à la crise climatique. Nous reconnaissons que tout le monde n'a pas un accès égal à ces types d'actions. C'est pourquoi la reconnaissance des privilèges est essentielle et la lutte pour la justice climatique est vitale. Alors, gardons surtout en tête que l'objectif des gestes individuels est la mise à échelle de la collectivité, ce qui est seulement possible pour tout le monde si des politiques publiques efficaces et équitables sont en place. Et donc, finalement, avant de se dire au revoir ce soir, je vous invite à vous joindre à nous pour la prochaine édition de nos webinaires. Et la prochaine, c'est dans 2 semaines. Et donc, ça va être l'Ontario qui va être en vedette. Donc, le jeudi 1er avril à 18h30 avec Nathalie Lowe et Dan Andry. Alors, je vous invite tout de suite à vous inscrire et à assister à ce webinaire dans 2 semaines. Et quant à moi, je vous dis bonsoir. Merci d'avoir été avec nous. Merci Lou et à une prochaine. Merci tout le monde. Bonne soirée.